Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission numéro 88 consacrée aux tendances 2025 marketing digital et expérience client. 2024 a été une année riche en expérimentation et en innovation, avec plus d'IA générative, plus de data disponibles, des canaux de communication et de distribution encore plus étoffés et une pression business accrue. Les marques ont donc innové sans limite pour se démarquer et engager des clients toujours plus exigeants en quête d'expériences immédiates et authentiques. Cette course au toujours plus va-t-elle se poursuivre ou 2025 s'annonce-t-elle comme un retour à l'âge de raison? L'occasion de se recentrer sur la valeur client. Quelles seront alors les tendances et priorités marketing digital et CX qui se dessineront en 2025 pour y arriver? C'est ce dont nous allons parler avec nos 4 invités. Merci de votre présence. Barbara Soyer, bonjour. Vous êtes directrice digitale, data et CRM de Petit Bateau, marque française emblématique de mode pour enfants et plus grands, marque du groupe Rocher. À vos côtés, Sylvain Gaborio, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes directeur marketing, communication et data de la banque en ligne Before-Bank, filiale du groupe Crédit Agricole. Alain Angeram, bonjour. Vous êtes directeur de la relation client et de l'expérience collaborateur de Bouygues Télécom, opérateur de télécom français de référence. Et à ma droite, Juliette Bechdolf, bienvenue. Vous êtes Head of Data et IA de la maison de haute joaillerie Chaumet, marque du groupe LVMH. Alors je démarre avec vous, Barbara. Petit Bateau se positionne comme une marque populaire dans le sens noble du terme, à savoir accessible au plus grand nombre. La marque a su pleinement profiter de la complémentarité des canaux pour tirer son épingle du jeu dans un marché drivé beaucoup par le prix quand même. Quel bilan faites-vous de 2024 et quelles sont les ambitions 2025 de votre direction digitale, data et CRM? Alors, oui, on a passé une année quand même assez compliquée, mais positive. On a une nouvelle direction générale depuis septembre 2023 qui a redonné une impulsion, qui a donné une impulsion assez différente de ce qu'on avait avant, avec un nouveau positionnement et des nouveaux enjeux stratégiques qu'on suit depuis le début de l'année. Dans un marché, il faut le rappeler, qui est extrêmement difficile, où beaucoup de nos concurrents ont été soit en liquidation, soit en redressement judiciaire. Donc un marché qui s'est vraiment rationalisé et un marché en grande souffrance. Le textile et le textile enfant encore plus vit des heures compliquées. Donc il a fallu que Petit Bateau émerge à nouveau sur ce marché. Et donc depuis le début de l'année, on suit une feuille de route qui va prendre quelques temps, qui ne va pas prendre qu'une seule année, mais qui va se poursuivre en 25, de redonner à Petit Bateau ses lettres de noblesse. Ça passe d'abord par le produit, en fait c'est l'essentiel. Et quand vous disiez tout à l'heure retour aux basiques, c'est exactement ça. Il y a 2-3 basiques qui ont été un peu mis de côté pendant et après Covid, au profit du digital, donc je ne vais pas me plaindre. Néanmoins, le parent pauvre a été un peu le produit. Donc on a une nouvelle directrice de style qui est arrivée il y a 1 an, qui remet le produit au cœur de la marque Petit Bateau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire redonner à Petit Bateau, remettre son ADN dans nos produits en twistant version 2024, 25, 26. Et les prochaines collections qui arrivent, je vous invite à les regarder, elles sont magnifiques. La deuxième chose, c'est le retail. C'est des sujets dont on parle très souvent. Retail, e-commerce, il n'y a pas l'un ou l'autre, il y a vraiment une complémentarité. Et donc le retail, on avait encore des magasins... il y en a toujours des magasins qui nécessitent d'avoir un petit embellissement, qui nécessitent d'être mieux approvisionnés, de remettre les forces de vente en formation. Il y a pas mal de sujets autour du retail. Et puis, il y a pas mal de sujets aussi autour de d'autres canaux d'expansion que sont par exemple le wholesale. Et plus spécifiquement au digital, dans l'équipe digital data CRM, mais en fait, c'est déjà donner à tous les métiers de quoi analyser ce qu'ils font, donc la data, c'est-à-dire qu'elle soit facilement accessible et compréhensible. Ça veut dire acculturer nos équipes à la data et leur donner les outils pour pouvoir le faire. Donc, c'est des dashboards, c'est évidemment la consolidation des données. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Sur la partie CRM, l'avantage, c'est que c'est très omnicanal et c'est la volonté de Petit Bateau. Et donc, c'est de proposer, avec le CRM, des offres qui soient personnalisées, qui soient rationalisées, parce qu'il y en avait beaucoup. Donc, on a fait un gros nettoyage en termes de campagne, et puis d'utiliser les bons canaux qui sont les plus adaptés pour trouver nos clients. Et avec une démarche retail et e-commerce.
On développera tout à l'heure autour de votre feuille de route 2025. Alors, je reviens vers vous, Sylvain. Before Bank a récemment fait peau neuve, nouveau logo, nouvelle identité, nouvelle application mobile, nouveaux clients, tant mieux. Quel bilan tirez-vous de ce relancement, puisque maintenant on a une année de recul, c'est ça à peu près? C'est ça. Et quels sont aussi vos défis 2025? Alors nous, l'année 2024 a été effectivement une année, on va dire, de pleine transformation. Tant en interne, vous l'avez dit, on s'est restructuré, on a travaillé sur un nouveau socle technologique pour nous permettre d'être toujours plus agile et vraiment offrir ce qu'il peut y avoir de mieux pour nos clients. Les clients à qui, du coup, on offre une nouvelle panoplie d'offres, on s'ouvre aussi à davantage de profils de clientèle, une banque plus inclusive. Ça a été vraiment l'année de la relance, avec un objectif relativement lointain à 5 ans d'atteindre 3 millions de clients. On part de 200 000 clients et on en a déjà conquis un peu plus d'une centaine de milliers sur cette année. Donc ça a été vraiment l'occasion de travailler pour les équipes sur cette restructuration, travailler énormément avec la data pour être en capacité justement de répondre le mieux possible aux besoins de ces nouveaux clients. C'est apprendre aussi à les connaître. Donc une année vraiment charnière qui va nous permettre justement de travailler sur les 5 prochaines années sur cet objectif ambitieux que nous sommes fixés, avec un engagement toujours plus poussé, un accompagnement plus actif, plus pertinent aussi de ces clients bancaires. Passer de 200 000 à 500 000 et 3 millions, ça nécessite des ajustements évidemment. Et tout l'intérêt est vraiment d'être le plus pertinent possible pour à chaque fois mieux répondre, aider le client aussi à être le plus autonome possible. On a des gros enjeux autour de cette autonomie, puisque les clients de banque en ligne recherchent justement cette autonomie et en même temps souhaitent aussi être en capacité de joindre un conseiller. Donc là, c'est notre positionnement assez unique aussi sur l'univers de la banque, avec un accompagnement 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, qui nous permet de le faire. Et on a vu que cette année 2024, il y avait une réelle appétence, que cette nouvelle proposition de valeur était parfaitement acceptée et apportait de l'intérêt et de la valeur ajoutée à ses clients. On verra aussi comment vous allez continuer de séduire les prochains clients pour arriver aux fameux 3 millions, c'est ça, 2030? D'ici 2030, oui. Ok. Alain, Bouygues Telecom évolue dans un marché en tension, particulièrement celui du grand public où l'équipement n'est pas exponentiel, n'est pas infini. Tisser avec eux une relation pérenne et primordiale pour les fidéliser. Quelles sont aussi vos ambitions 2025 sous le prisme relation client et expérience client? Alors la qualité de la relation client, elle est vraiment essentielle aujourd'hui parce qu'on l'a dit, il faut avoir de très bonnes offres et donc il faut en permanence les adapter, coller au marché, coller aux attentes des clients. Mais l'expérience qu'on doit livrer, effectivement, elle est aussi très importante. Alors, cette expérience, que ce soit commerciale ou client, elle est omnicanale, on l'a vu chez Petit Bateau, bien évidemment. Donc omnicanal, ça veut dire on doit sur le digital, ça doit être sur nos automates aussi, parce qu'il y a de plus en plus de bots, de voice bots qui vont aider les clients. Ça va être dans nos points de vente ou dans nos centres de relations clients. À chaque fois, il faut que cette relation client, elle soit sans couture pour que le client puisse avoir la meilleure expérience. Alors bien évidemment, on travaille à cela, sachant qu'autour de nous, les attentes clients, elles ne cessent d'augmenter. Parce que finalement, comme tout le monde améliore son écosystème, eh bien, ces clients, ils attendent toujours plus. Et à nous de nous adapter, à nous d'apporter finalement un service toujours meilleur. Pour ce faire, eh bien, on va s'appuyer, on l'a dit, sur la data, sur les outils. C'est quelque chose de très important. Ces outils, ils doivent évoluer. Ils doivent évoluer pour laisser plus de temps à nos collaborateurs pour se concentrer finalement sur le lien, sur l'émotion, sur ce qu'on a envie de passer avec le client, plutôt que bien sur les conditions techniques et autres, sachant que bien évidemment, le socle, c'est de résoudre, c'est de trouver la réponse à la demande du client le plus rapidement possible, pour derrière faire quoi? Eh bien, mieux rebondir, mieux le fidéliser. Par exemple, aujourd'hui, dans les centres de relations clients, dans 10% des cas, on va faire de la création de valeur, on va rajouter un produit, une ligne au client, pour pouvoir, quelque part, encore mieux le fidéliser. Et pour ce faire, donc la direction de l'expérience collaborateur chez Bouygues Telecom, c'est une originalité parce que d'un côté, on va noter, les clients vont noter à travers la satisfaction client, le NPS,
la marque, le service qu'on rend, mais en même temps, nous, on fait aussi noter l'ensemble de nos outils par nos collaborateurs 2 fois par an, donc pour qu'ils nous disent quelles sont les axes d'amélioration, qu'est-ce qu'on doit encore mieux faire pour pouvoir en permanence adapter ces outils et leur permettre de dégager du temps pour encore mieux satisfaire les clients. Dans une vraie logique de symétrie des attentions. Exactement. Juliette, pour la Maison Chaumet, alors la Maison Chaumet porte en elle des valeurs fortes d'excellence, applicables à tous les niveaux, dans bien entendu ses collections, ses créations joaillères, bien sûr, mais aussi au sein des équipes. La direction Data et IA au service des directions métiers fait aussi honneur à ces valeurs. Quels sont les enjeux, vos enjeux, Data et IA au sein de la maison ? Oui, alors complètement, et je suis presque ravie aussi de passer après mes conférences. C'est volontaire. Puisque voilà, j'entends auprès de chacun d'entre vous le mot data et ça me va effectivement très bien. Alors peut-être un rappel aussi du contexte spécifique du luxe globalement, même bien au-delà d'LVMH, où on sort d'une phase où le luxe a été globalement en très forte croissance ces dernières années. Je pense que globalement, pour la plupart des maisons, on était plutôt sur une croissance à 2 chiffres depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on sait que le domaine du luxe n'a plus tout à fait cette même croissance-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de croissance, mais elle est simplement moins rapide. Et donc, typiquement, au niveau des enjeux data IA, on est au service des métiers, on est au service du business avant tout. Et donc, pour nous, l'enjeu, ça va être de nous assurer que l'ensemble des directions métiers, par rapport aussi à la situation qu'elle doit gérer, ses problématiques à elle, accessible directement, puis ça rejoint un petit peu ce que Petit Bateau a évoqué, rapidement des données de qualité à disposition là où elle le consomme, au plus proche du besoin, pour être capable à minima de piloter son activité de manière globale, mais aussi surtout d'être capable rapidement de trouver des axes d'analyse, des axes d'amélioration, si on sait qu'on a envie de pouvoir trouver rapidement plus de business, donc tout ce qui va permettre d'accompagner la croissance, mais également aussi de se dire finalement, puisqu'on doit se recentrer un petit peu sur l'essentiel dans ce type de période économique, où est-ce qu'on peut aussi trouver des leviers sur notre efficacité opérationnelle ou notre optimisation des coûts. Donc la data IA et les enjeux, ça va être vraiment finalement ce que je trouve plutôt positif, moi, dans ce type de période-là, quand elle ne dure évidemment pas trop longtemps, c'est que ça permet vraiment de se recentrer sur l'essentiel, les fondamentaux, la data activable pour prendre des décisions métiers. Pareil, on développera. Merci. Je reviens vers vous, Sylvain. L'ambition, donc vous me disiez 3 millions à horizon 2030, 3 millions de clients. Quels sont les principaux sujets sur lesquels vous allez accélérer en 2025 pour atteindre cet objectif-là ? Alors on a parlé de beaucoup plus, et 2025, ça va être vraiment l'année encore du beaucoup plus pour nous. C'est donc beaucoup plus de clients, donc beaucoup plus de conquêtes. Donc évidemment sur la partie acquisition, on va mettre les bouchées doubles puisqu'on souhaite justement multiplier par 2 cette conquête. Ça va nécessiter, on va se servir notamment de l'expérience qu'on a réussi à accumuler en 2024 sur la connaissance du comportement de ces nouveaux clients pour essayer toujours davantage aller vers un ciblage plus précis, plus fin. Et donc là, ça rejoint encore le sujet de la data, évidemment, qui va nous aider à justement affiner les bonnes sources de trafic à partir des comportements de nos clients tout au long de leur parcours. Ça va être toujours plus d'accompagnement, d'engagement. On a aujourd'hui une clientèle historique, un peu plus de 200 000 clients, qu'on va aider à basculer justement dans ce nouveau Before Bank. Et pour cela, on a mis en place en CRM, au niveau de toutes les équipes, de manière vraiment omnicanale, tout un programme d'accompagnement qui parfois va aller jusqu'à appeler le client pour l'aider véritablement à passer de son ancien Before Bank vers le nouveau. Pour les nouveaux clients, ce sont des programmes CRM toujours plus personnalisés. Donc là, on en parlera aussi, mais on va s'aider aussi de l'IA générative notamment. On a un autre sujet important qui est celui évidemment de la notoriété en tant que marque existante depuis une quinzaine d'années mais qui se transforme complètement. On a évidemment besoin d'être davantage connu et reconnu. Et pour cela, dans un marché qui est extrêmement concurrentiel avec des marques qui communiquent beaucoup, on a besoin d'être saillant, de ressortir du lot, d'émerger. Et là-dessus, notre positionnement nous aide aussi avec, comme je vous le disais tout à l'heure, la disponibilité de nos conseillers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est essayer de trouver, via la bonne tonalité, via les bons canaux de communication. On utilise évidemment beaucoup les réseaux sociaux, on est nativement présent sur les réseaux sociaux. Un moyen pour nous, justement, d'émerger davantage.
Et enfin, sur toute la partie créative, assets créatifs, on va là aussi mettre les bouchées doubles. Ça rejoint aussi notre enjeu de contenu. C'est une marque qu'on a besoin d'enrichir, qu'on continue à enrichir. En tant que banque, on a aussi un besoin, un devoir quelque part d'accompagner nos clients, de faire de la pédagogie, même auprès de ceux qui ne sont pas nos clients et qui peut-être ne le deviendront jamais. Mais continuer à éduquer les Français sur la finance, sur la banque au quotidien, sur la gestion du budget, ça fait vraiment partie de notre mission. Et on va s'aider en cela, en tant que banque digitale, vraiment, sur tous les canaux disponibles, tous les formats disponibles. Je pense notamment à des podcasts filmés, mais tout type de format et de contenu qu'on va renouveler sans cesse pour toujours être intéressant pour les prospects et pour les clients, pour nous aider du coup vers cette cible de effectivement 3 millions de clients d'ici 2030. Petite question complémentaire, quand on dit effectivement 3 millions de clients, vous venez de le repréciser, d'ici 2030, donc une acquisition massive. Oui. Qu'est-ce qu'on privilégie comme canaux et comment est-ce qu'on optimise ces investissements budgétaires? Parce qu'en face, ce qu'on met pour atteindre ces objectifs, ce n'est pas négligeable. Non, effectivement. C'est pour ça que je vous parlais d'un ciblage de plus en plus fin. Dans un premier temps, sur l'année 2024, ce qui nous intéressait, c'était surtout de voir s'il y avait une appétence pour notre offre auprès de la clientèle française. Ça a été le cas. Maintenant, ça nous permet, avec cette année de recul, d'avoir une idée justement du comportement, de ce qu'attendent les clients. Certains viennent vous voir juste pour vous tester, certains repartent, ce qui est tout à fait normal dans cette phase de relance. Et parmi ensuite tous les clients qui restent, c'est analyser leurs besoins, leurs comportements. On s'appuie aussi, nous, sur un panel propriétaires à peu près de 1000 prospects et clients qu'on interroge systématiquement, qui nous accompagnent, qui nous ont aidés à travailler justement cette nouvelle offre, qui nous permet ensuite aussi, avec la connaissance qu'on a maintenant des différents algorithmes sur les différents canaux, de parfaire justement ce ciblage. On va miser aussi évidemment sur le parrainage, puisqu'il n'y a rien de mieux finalement que le bouche à oreille, et qui passe parfois par une incitation aussi à justement parler de nous à son entourage lorsqu'on parle de nos clients. Et on s'aperçoit que les canaux de distribution ou les canaux d'acquisition sont multiples. Et d'ici 2 ans, il y en a sans doute d'autres qui vont émerger. Donc on a une approche énorme de test and learn, véritablement pour à chaque fois parfaire, affiner le ciblage et voir finalement quelles sont les meilleures méthodes effectivement pour ajuster le budget qui forcément est conséquent lorsqu'on parle de 3 millions de clients. Donc c'est petit à petit, on y parvient et cette année était pour nous vraiment très riche en différents feedbacks. Merci. Alain, alors je lisais près de 24 millions de clients mobiles, 5 millions de clients fixes au sein de Bouygues Telecom, 100 000 clients pro avec lesquels vous souhaitez renforcer le lien de façon personnalisée. Vous nous le disiez en introduction, la qualité de la relation client est donc au cœur de l'expérience que Bouygues Telecom souhaite délivrer. Qu'est-ce qui reste à optimiser en 2025 pour viser l'excellence ? Je disais tout à l'heure, les attentes clients, elles ne cessent d'augmenter. La concurrence, elle est très forte dans le domaine des télécoms. On a de plus en plus de choses à faire. La connectivité, elle est omniprésente. Tout le monde en a besoin, que ce soit pour regarder une série, pour être en lien tout le temps avec sa famille, son réseau, ses amis. Donc en fait, finalement, on n'arrête jamais. Nos priorités, bien évidemment, ça va être continuer d'améliorer nos produits, nos services, d'améliorer cette connectivité pour toujours pouvoir offrir un meilleur service à nos clients et en même temps, donc, améliorer cette expérience client. Et on vient de le dire, ça passe par une personnalisation accrue, bien évidemment, de tout ce qu'on va pouvoir faire avec eux, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment amener une offre personnalisée pour que le client puisse interagir d'une manière positive et pas massive. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans les tuyaux. Et en termes d'expérience client, c'est continuer à proposer à la fois un panel de canaux qui doit permettre au client de trouver sa réponse en fonction de ce qu'il a à en faire. On parlait de 24/24 à l'instant. Bien évidemment, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, on va continuer à rendre les clients plus autonomes pour pouvoir, par exemple, lorsqu'ils ont un incident technique juste avant un film, un match, pouvoir automatiquement, avec
un automate pouvoir résoudre leurs problématiques, relancer leur box, avoir un diagnostic. Donc aujourd'hui, on a déjà dans un cas sur deux, lorsque le client a un souci technique, eh bien, il va pouvoir trouver la solution automatiquement avec un automate 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour permettre à nos équipes de conseillers de clientèle, de conseillers de vente, de se concentrer, eux, sur les cas plus complexes, sur les demandes où l'interaction doit être plus forte. Par exemple, un client qui dit « Tiens, comment est-ce que je peux optimiser ma facture globale de télécom ?» Eh bien là, le conseiller de clientèle, le conseiller de vente va pouvoir lui faire des propositions adaptées, va pouvoir trouver la bonne solution pour pouvoir répondre à la demande. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc c'est un programme ambitieux. On s'appuie beaucoup sur l'IA, l'IAG, pour faire ça. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de nos bots, VoiceBot, ils étaient programmés avec des arbres de diagnostic un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire que le client dit quelque chose, on avait programmé quelque chose, la réponse est donnée. Bon, avec l'IAG, ça ouvre le champ des possibles, puisque le client interagit, la machine va poser d'autres questions, va essayer de creuser pour pouvoir amener la meilleure solution. Et donc là, ça permet d'ouvrir le champ des possibles et d'augmenter finalement le champ des réponses pour les clients. De la même façon pour nos collaborateurs, on parlait d'omnicanalité. Ce qui est très important dans l'omnicanalité, c'est qu'effectivement, le client, quel que soit le point de contact, finalement, il est l'historique de ce qui s'est passé, qu'il soit allé avant sur le digital, qu'il soit allé sur un automate ou qu'il soit allé dans un point de vente. L'idée, c'est que la personne qu'il a en face puisse avoir la vision globale. Donc ça, bien évidemment, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement possible. Et ce qui fait qu'on a une bonne vision au moment où le client appelle de ce qu'il a fait et de ses interactions avec la marque avant. Et ensuite, on va aider le collaborateur à mieux répondre, à mieux résoudre. Et pour ce faire, donc, par exemple, dans les centres de relations clients, il y a le retranscript immédiat de la conversation avec le client s'affiche pour le collaborateur. Donc, ce qui permet finalement au collaborateur de se concentrer, je le disais tout à l'heure, plus sur le lien, sur l'émotion. Et finalement, s'il a loupé quelque chose, de retrouver dans le retranscript l'information. Par rapport à ce que le client a dit, retrouver avec des mots-clés directement les bonnes instructions de travail pour amener la solution à la demande. Ça, c'est quelque chose d'important, parce que les bases de connaissances sont toujours très importantes, et souvent, c'est là où on perd du temps, où on ne va pas chercher la bonne information. Et ça termine jusqu'à la fin, où finalement, il y a un résumé très rapide de la conversation qui est proposé au collaborateur, qui peut envoyer instantanément au client pour renforcer le lien et confirmer ce qui s'est dit. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a aujourd'hui dans les tuyaux pour 2025, pour rendre finalement ce collaborateur beaucoup plus efficient, fluidifier la relation avec le client et finalement donc renforcer cette relation qui est très importante entre la marque et son client. C'est très clair, le fameux collaborateur augmenté. Voilà, exactement. Je reviens vers vous, Barbara. Le petit bateau a fait, ça commence par un B aussi, a fait malgré tout, malgré le contexte, une année bonne, grâce à son offre attractive, responsable et ce fameux modèle omnicanal complètement intégré. Tout l'enjeu est de poursuivre donc cette dynamique de croissance sur 2025. Comment le digital, le CRM et la data vont-ils y contribuer et quelles seront vos priorités en 2025 ? Alors, je trouve beaucoup d'écho dans ce qu'ont dit mes prédécesseurs, mais il y a ce sujet de vraiment, je insiste sur ce côté retour au basique, oui, avec deux choses, le produit et le client. Donc sur le produit, je l'ai dit, on s'est remis en ordre de marche pour retrouver une collection qui corresponde à ce que nos clients petits bateaux, qu'ils en aient porté eux-mêmes ou qu'ils veuillent en offrir ou en acheter pour leurs enfants, qu'ils retrouvent cette patte petit bateau. Et puis ensuite, il y a les clients. Nos clients, ils sont omnicanaux, oui, mais dans une proportion finalement assez limitée. Donc l'objectif, évidemment, c'est d'augmenter ce nombre de clients omnicanaux. Mais qu'en tout cas, et nos meilleurs clients sont majoritairement retail. Et on le retrouve dans beaucoup d'enseignes comme ça. Ils sont très appétents à la marque, ils achètent souvent, beaucoup, ils sont assez même exclusifs à la marque. Et donc, ils vont plus en retail. Et donc, il faut que cette expérience, elle soit sublimée, magnifiée. Donc, on essaye évidemment de les écouter pour aussi se dire, ils ne sont pas contents des dernières collections, ils ne sont pas contents de certains produits, donc comment on adapte nos produits. Et puis ensuite, qu'ils retrouvent
dans le retail, dans nos magasins et sur le digital, ce qu'ils ont vu dans l'autre canal et qu'ils soient sûrs d'avoir le même prix, le même produit, la même opération, la même animation, etc., etc. Donc, on travaille beaucoup sur tous nos plans marketing aujourd'hui sont 95% omnicanaux. Ils ne le sont pas pour une opération qui est dédiée au digital sur la partie écoulement d'anciennes collections, puisque le magasin, lui, n'a pas de vieilles collections, entre guillemets. Donc, dans tous nos canaux CRM, on fait évidemment du ciblage. Vous avez parlé d'audience et de ciblage. On essaye vraiment de trouver les bonnes personnes à qui envoyer cette campagne pour éviter de faire de la masse, pour éviter de faire du volume. En fait, on n'est pas du tout inquiet quand, par exemple, le trafic baisse un peu ou qu'il y a moins, un ciblage moins fort, enfin un volume moins fort. Parce qu'on sait que le ciblage est beaucoup plus adapté. Et c'est beaucoup de choses qu'on a testées aussi. Vous parliez d'une bonne année. On fait une bonne année par rapport au marché. Ça, c'est très important. Parce qu'avant, le marché était vraiment en décroissance et en souffrance. Et Petit Bateau était encore moins bon que le marché. Donc, il fallait qu'on retrouve aussi notre performance par rapport au marché. Et ça, ces ciblages, ça a énormément porté. Enfin, en tout cas, ça a fortement contribué à la croissance et aux chiffres qu'on fait cette année. Ensuite, il y a le contenu de ces campagnes et donc de toute la data qu'on a pour essayer de se dire justement qu'est-ce que je vais pousser, à quel client, à quel moment et quelle offre pour lui est appétante. C'est évident que quand vous êtes maman d'un garçon et qu'on vous envoie une première liste de robes de filles, ça fait plouf. Donc l'objectif, c'est vraiment de se dire comment, avec la data que j'ai sur l'ensemble de mes clients et comment je l'enrichis régulièrement, je peux m'assurer que une maman d'un garçon reçoive des produits garçons et que si après elle a une fille, on puisse compléter cette offre. Donc ça, c'est tout un travail amorcé, pas terminé, qu'on fait autour de ça. Ensuite, il y a le contenu de nos campagnes avec, vous l'avez dit, des assets. Une marque textile, elle vit sur des collections. Automne, hiver, printemps, été. Quand nos visuels dans nos mails sont les mêmes depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pareil. On n'a pas fait notre travail d'adaptation à la collection, d'adaptation à la saison. Et on s'en rend compte, il fait 3 degrés moins d'un jour à l'autre, mais la vente de doudounes augmente automatiquement. C'est là où on va travailler. Et ensuite, on a aussi décidé, et c'est un parti pris, de réduire drastiquement tout ce qui est mailing papier. Pour des raisons d'efficacité, en fait. La mesure n'était pas au rendez-vous. On est dans une démarche de rentabilité et de retour à la croissance de la marque. Il a fallu faire des choix. Et c'est un sujet de renoncement. Ce qu'on sait être tous très, très difficile. Renoncer à des choses, c'est humainement pas possible. Et là, en l'occurrence, on a dû le faire pour des raisons aussi économiques et d'efficacité. Donc, on est revenu sur des canaux plus traditionnels. Sur la partie vraiment CRM, avec aussi la partie SMS et Wallet, et on envisagera peut-être d'ici fin 2025-26 autre chose. Et ensuite sur la partie levier d'acquisition, parce que pareil, Petit Bateau équipe entre 0 et 10-12 ans. À 10-12 ans, les enfants en général, ils vous disent non mais c'est sympa, mais non. Donc il a fallu vraiment qu'on travaille aussi pour recruter des nouveaux clients, pour redynamiser cette base de données, et là c'est un gros point. Il y a beaucoup de difficultés, des médias qui coûtent de plus en plus cher. Et donc, sur ce point-là, on travaille avec, pareil, des opérations assez ciblées, de rationalisation de nos leviers. On a des budgets qui sont aussi limités. Et donc, on se dit, c'est pas grave. On ne va pas forcément aller distiller, on va aller trouver vraiment les affinités les plus fortes avec des médias, avec des leviers qui sont vraiment sur de la maman, jeune maman, papa aussi, pardon, je ne veux pas non plus, mais en tout cas sur des cibles appétantes. C'est toujours pareil, en maximisant la data et en essayant systématiquement de dire, voilà, on a trouvé un bassin d'audience qui peut être intéressant, matchons avec notre base pour voir si dedans, il y a beaucoup ou pas beaucoup de gens qui sont déjà clients, pour éviter d'aller payer, recruter un client qu'on a déjà. Et on fait vraiment du fine-tuning là-dessus, sur la France, parce que le scope, il est européen à date sur la partie e-commerce, et donc après, de pouvoir le déployer aussi sur les autres pays. Donc il y a vraiment ce sujet d'affinité, de qualité plus que de quantité, et puis aussi d'assets sur lesquels on travaille. On travaille un peu plus avec les vidéos aussi. On a déployé des live shopping depuis 2 ans. Ça crée une communauté, c'est très interactif, il y a beaucoup d'engagement, et on se rend compte qu'on fait aussi des petites vidéos très courtes issues du live shopping qu'on extrait, qu'on rediffuse sur les réseaux sociaux, ou qu'on rediffuse dans nos campagnes ou sur notre site e-commerce, et c'est incroyable l'engagement. Pourquoi ? Parce que c'est une collaboratrice Petit Bateau qui est là depuis 20 ans, qui connaît les produits par cœur, qui est solaire et qui en parle, mais comme si c'était ses produits. Et en fait, les gens ont un niveau d'engagement qui est incroyable par rapport à ce que peut faire une vidéo classique, d'un shooting, un shooting assez traditionnel. Donc là aussi, on progresse dans le côté vraiment qualitatif et fine-tuning de nos opérations. Et
justement, engagement. L'étape d'après, c'est mettre sûrement dans le panier ou passer en boutique. Et si je reviens sur l'exemple en ligne e-commerce, tout ce qui va permettre de booster la conversion, quelles sont aussi les optimisations? Eh bien, puisqu'on est très fiers de nos collections et de nos produits, il y a un côté merch. Moi, je mets énormément en miroir ce qui se passe en retail et ce qu'on met en e-commerce. Si vous avez une vitrine magasin, vous devez la travailler, mais de manière hyper pointue et hyper efficace. Une homepage de site internet, c'est pas 100% des entrées, ça c'est incroyable, mais 100% des gens ne rentrent pas par la porte d'entrée du site. Et donc, il faut qu'on travaille quand même cette page-là. Et il faut qu'on travaille toutes ces pages d'atterrissage pour faire rêver le client et l'embarquer dans l'étape d'après. Et après, on analyse, encore une fois avec notre data, chaque taux de passage de chaque page pour voir où est-ce qu'il y a une faiblesse et où est-ce qu'on peut progresser. Donc, c'est ce côté immerge, ce côté vraiment, je pousse le bon produit, je fais du produit complémentaire, on est sur une page robe, on va proposer d'autres robes au cas où celle-ci ne plairait pas, mais on va aussi proposer un petit look avec des collants, avec un petit t-shirt, un pull, etc. Donc, tout ça, on essaye de le travailler de manière aussi très, très fine. Et puis, il y a le parti expérience, on l'a dit, sans couture, un site internet qui rame, où la page, elle a bugué, vous avez cliqué en haut, en fait, finalement, c'est le bouton du bas. Tout ça, alors là, pour le coup, on a un monitoring assez fort et assez avancé, avec une équipe UX qui travaille aussi sur la performance. Alors, on travaille sur la performance et la stabilité du site et la vitesse du site. Et puis ensuite, sur la partie UX, pour que chaque étape soit très intuitive. On fait des doubles écoutes au service client. Notre DG, il était d'ailleurs premier jour d'une grosse opération et il a dit, parce que j'ai entendu, ce sont des pain points classiques. Voilà. Il n'y a pas eu de fait majeur. Mais on est très à l'écoute de ça, parce que quand un client vous dit « mais je ne vois pas le bouton » et que vous avez envie de dire « mais il est juste devant vous », et bien en fait, ça, on se dit « mais il y a peut-être un problème, nous, on ne voit pas la même chose ». Donc on écoute beaucoup nos clients là-dessus. Et le sujet du NPS est revenu aussi au cœur de la stratégie. Non pas qu'il était délaissé, mais il n'était pas assez partagé dans l'ensemble de la société. Donc quand nos clients donnent des infos sur les produits, on le remonte à la collection. Quand des clients remontent des infos au magasin, on remonte au magasin. Donc tout ça, on l'écoute, on le travaille et on met un plan d'action systématiquement derrière ça, parce que la data nous apporte toute la richesse dont on a besoin pour justement affiner notre plan d'action. Donc ça, c'est un travail de long terme, mais c'est ce qu'on a engagé pour les années à venir. Juliette, je reviens vers vous. Alors, nous avons 3 représentants métiers ici, de différentes marques et différentes industries. Vous êtes arrivé chez Chaumet il y a quelques mois, en septembre, et vous êtes rattaché non pas au métier, mais à la DSI, mais avec cette volonté justement d'accompagner les métiers dans l'atteinte de leurs objectifs business. Quelle sera aussi votre feuille de route 2025 ? Oui, complètement. Alors moi, je me nourris de tous les échanges qui ont pu être faits jusqu'ici, puisqu'effectivement, le rôle d'une équipe data IA telle que la mienne et l'ensemble des équipes data IA, d'ailleurs, globalement cross-industrie, est bien d'accompagner l'ensemble des équipes métiers par rapport à leur cas d'usage. Et nous, l'enjeu qu'on a, c'est la transversalité. Comment, finalement, chaque besoin métier en vertical doit être accompagné. Et à partir du moment où, on a plusieurs métiers qui ont les mêmes typologies de besoins, on va pouvoir trouver des solutions qui soient les plus scalables, les plus efficaces, pour répondre au plus grand nombre. Donc on est vraiment systématiquement en relation métier et donc ça passe forcément d'abord par un besoin métier qu'on va ensuite pouvoir accompagner. Alors c'est vrai, c'est un vrai débat sur la sphère data. Est-ce qu'elle doit être rattachée à l'équipe IT? Est-ce qu'elle doit être rattachée à l'équipe métier? Il y a différentes... j'ai vécu différentes choses. J'ai pas toujours été rattachée à l'IT. D'ailleurs, j'étais plutôt rattachée au métier avant. Aujourd'hui, c'est pas tant ça qui est le plus important pour moi. C'est vraiment, quoi qu'il arrive, qu'on se rappelle ce pourquoi on existe en tant qu'équipe data. Et donc, c'est donc bien au service du métier et au bout du bout, ce qu'on évoquait au début, la croissance notamment ou l'efficacité opérationnelle. La feuille de route 2025, elle va être vraiment sur l'accélération de fondamentaux qu'on a déjà mis en place les années précédentes. Alors, je suis arrivée effectivement chez Chaumet il y a quelques temps, mais je reprends le management d'une équipe qui existait déjà et qui a déjà fait un certain nombre de choses sur lesquelles on va pouvoir capitaliser. Donc, je résumerai ça en 3 grands piliers. Le premier, c'est celui qui m'est d'ailleurs le plus cher, c'est avant tout la partie people. C'est-à-dire que pour moi, pour qu'on puisse avoir un terrain d'entente, un terrain de compréhension commune entre les métiers et la data, il faut que chacun ait un minimum de compréhension du métier de l'autre. Et donc, la data, l'IA, l'EA et la Gen AI, tout ça, c'est quelque chose qui est globalement nouveau, notamment sur la Gen AI. Et pour plein de personnes encore, malgré tout, c'est pas forcément très clair ce que c'est, comment ils peuvent s'en servir, à quoi ça sert. Et donc, on renforce
là, l'année prochaine, mais c'était déjà le cas cette année, tout ce qui est autour de l'acculturation. Il faut que chacun puisse avoir un minimum de compréhension sur ces sujets pour qu'on puisse ensemble choisir finalement ce qui apporte le plus de valeur au bout du bout. Et donc voilà. Et nous, de notre côté équipe data, on est au plus proche évidemment des problématiques métiers. C'est là encore pourquoi j'apprécie beaucoup toutes les discussions qui ont eu lieu jusque-là. Ça nous nourrit évidemment. Et donc là-dessus aussi, un point important pour moi, c'est qu'on est très très proche des équipes RH. Là encore, c'est un sujet d'upskilling pour les collaborateurs métiers. C'est un sujet aussi d'expertise et de recrutement quand on sait qu'on a des enjeux pour aller encore plus loin en termes de complexité de sujets data à avoir. Et donc on a forcément, pour moi c'était important et c'est le cas chez Chômage, j'en suis ravie, un partenariat fort avec les équipes RH. Donc ça, c'est sur la partie people. Le deuxième sujet ensuite qui m'est cher, sur lequel on va accélérer, c'est la partie, au sens large, processus et gouvernance. Au fur et à mesure du temps et des sujets qu'on accompagne, la maturité avance, les sujets grossissent, et donc on a forcément aussi une organisation au sens large de la famille data qui doit évoluer. Classiquement, une équipe data, quand elle arrive, elle est souvent seule ou avec quelques profils, donc elle est plutôt centrale et elle accompagne les premiers métiers qui ont envie de travailler avec elle. Plus on grossit, plus ça fait sa preuve, plus en fait on se rend compte, et c'est normal, qu'on a besoin avant tout d'avoir des relais experts data au plus proche du besoin, donc au plus proche des verticales métiers, là où ça fait du sens. Et on bascule plutôt dans un monde qu'on va appeler de gouvernance fédérée. Donc on sort un petit peu de ce mode de fonctionnement très central qui, une fois qu'on a énormément de demandes, amène cet effet un peu de bottleneck, où on se rend compte qu'on est moins efficace puisqu'on a plein de demandes en même temps. Donc nous, on va accélérer aussi sur la nomination de nos relais dans les équipes métiers. Et soit on a des business analystes qui ont une vraie appétence data et qui ont fait l'effort d'aller plus loin, qu'on va valoriser. Soit on se dit aussi que sur certaines verticales métiers où on a vraiment des enjeux pérennes sur le temps, on va pouvoir aussi potentiellement travailler sur du recrutement spécifique de profils data et animer tout ça. Donc pour moi, ce deuxième pilier est hyper important. Et puis le troisième, c'est évidemment aussi avant tout un sujet d'outils. Et donc là-dessus, plusieurs choses. L'enjeu, puis c'est un peu le contexte qu'on a évoqué jusque-là, aussi de cette croissance plus modérée dans laquelle on évolue côté luxe. Donc c'est avant tout de valoriser et de nous assurer qu'on valorise bien tous ces fameux fondamentaux, notamment technologiques, qui ont été mis en place ces dernières années. Et donc maximiser l'adoption de nos outils existants. On a aujourd'hui la chance d'avoir une stack technique data qui est extrêmement poussée, que ce soit sur les fondamentaux avec la data platform, que ce soit sur la BI, que ce soit sur l'AI. On a en fait aujourd'hui toutes les briques possibles pour le faire. Il ne reste plus qu'à industrialiser ou continuer d'accompagner les cas d'usage. Donc, on favorise l'adoption et on valorise, on maximise la valorisation de notre existante technique. Et on finalise une migration typiquement d'ailleurs d'outils qu'on avait historiquement il y a quelques années qui étaient très bien pour les enjeux qu'on avait, la volumétrie de données et notre situation il y a quelques années. Aujourd'hui, on a une volumétrie qui explose. Effectivement, l'enjeu, c'est l'enrichissement des données. C'est le croisement de sources de données, de tout ce qu'on peut capitaliser, que ce soit des données extérieures sur les réseaux sociaux ou tout ce qu'on peut capter en dehors de nos propres données internes et les nôtres. Donc, on a besoin aussi d'avoir cette stack technique, désolée pour le terme un petit peu barbare, mais cette stack technique qui nous permet de faire ça. Et on va vraiment travailler sur la transversalité de l'information, l'enrichissement des données pour servir les différents enjeux métiers. Et si j'ai une dernière petite chose à préciser aussi là-dessus, quelque chose qu'on aimerait absolument travailler l'année prochaine, j'ai plein de grandes idées sur ce sujet, c'est la marketplace data interne. C'est un petit peu le supermarché de la donnée. Là encore, moi j'ai une vision assez claire des choses. Si je devais vulgariser, l'équipe data, c'est 1% de la force, de la masse salariale d'une entité. Pour autant, on sait tous que 100% de nos salariés ont besoin de la data pour travailler. Ce que ça veut dire, c'est qu'on doit pouvoir proposer une solution simple et facilement consommable par notre consommateur, qui sont les métiers, et donc avoir une marketplace interne, donc un endroit de consommation de la data qui est fait avant tout pour eux. La data, ce n'est pas fait et ce n'est pas consommé que par les 1% des experts data dans une équipe. C'est 100% de l'organisation. Et donc, on a plein de belles idées sur ce sujet de marketplace, un peu comme un Amazon où tous les grands aussi du e-commerce ont leur propre marketplace interne pour vendre des produits. Nous, c'est la même chose, mais pour proposer nos données qui sont packagées et consommables tout de suite par le plus grand nombre. Très intéressant. Merci. Alors, dernier tour de table, on est obligé de parler d'IA et d'IA générative. Forcément, elle a commencé un peu à en parler. Je reviens vers vous, Barbara. L'IA générative va sûrement encore plus accélérer l'atteinte des objectifs business dont vous parliez tout à l'heure. Quel usage comptez-vous en faire ?
Alors, il y a un prérequis que vous avez dit, c'est sur l'acculturation. On a fait un petit questionnaire interne et entre IA, IA-Gen et tout, c'est vraiment un mélange des genres. Donc, on a vraiment un sujet d'acculturation et on va débuter l'année prochaine. Enfin, on a eu quelques petites formations aussi initiées par notre groupe, le groupe Rocher, mais on va en avoir d'autres, plus spécifiquement pour Petit Bateau l'année prochaine, parce qu'en fait, c'est le b.a.-ba. Tout le monde en parle. Tout le monde a un avis, une idée, une envie, mais en fait, au final, on se rend compte qu'il n'y a aucune structure. Donc, information. De gouvernance. On a moi il me manquait une petite recrue qui arrive, mais on va retravailler la gouvernance de l'IA dans les équipes data. Et puis on a évidemment beaucoup d'idées. Donc ce qu'on veut, c'est essayer de les structurer, les canaliser, et on est très supervisé par notre DPO. Donc là aussi c'est pareil. Chacun ne peut pas y aller de son initiative sans avoir un cadre. Donc on est en train de mettre ce cadre et on a 2-3 idées. Alors très digital e-commerce. Ce qu'on veut d'abord, c'est essayer de réduire toutes les tâches à faible valeur ajoutée et aussi trouver de la rentabilité. Je vous donne un exemple. On déploie pour chacune de nos opérations commerciales quasiment entre 200 et 300 assets selon des formats différents pour les différents canaux d'acquisition, pour les emails, et donc ce qu'on veut, on est en train de mettre en place un POC avec une société qui va nous aider à faire sur un format de key visual, de le décliner sur l'ensemble des formats, tout en respectant une charte prédéterminée. Et ça, on sait que ça va non seulement nous faire gagner du temps, beaucoup, de l'agilité, mais aussi en termes de coûts, on a regardé, ça va nous faire réduire la facture d'un partenaire agence qui nous coûte aujourd'hui très cher. On a aussi, je le disais, plusieurs pays. Il y a beaucoup de choses qu'on fait que pour la France par manque de traduction et par manque d'outils. Et donc, on va aussi faire quelques POC autour de la traduction de, éventuellement, nos live shopping, qu'on ne fait pas dans toutes les langues, de certaines petites vidéos qu'on fait sur les réseaux sociaux aussi. Et puis, également sur nos fiches produits, qui sont toutes traduites, ça, il n'y a pas de débat, mais de s'aider de l'IA-Gen pour faire de l'enrichissement de ces fiches produits avec de la donnée complémentaire. Donc, voilà, on a beaucoup plus d'initiatives, mais celles sur lesquelles on veut se focuser, bien les structurer et donner l'impulsion, c'est celle-ci. Sylvain, dans le secteur bancaire et particulièrement pour Before-Bank, l'IA générative et dans le marketing, vous en faites quel usage? Oui. Vous en ferez quel usage aussi? Alors, je rejoindrai déjà Barbara pour dire qu'effectivement, nous, de notre côté également, on a dû mettre en place très rapidement aussi une gouvernance pour cette IA. On a aussi beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, beaucoup de besoins. Mais on a décidé d'approcher l'IA vraiment de manière très pragmatique, avec au départ une dizaine d'initiatives, de cas d'usage très précis qui ont été identifiés, sur lesquels on avance progressivement, sur 3 univers finalement. Le premier, c'est l'univers de la réponse aux clients. Donc c'est voir comment est-ce que l'IA peut nous y aider. Aujourd'hui, on a des cas très, très concrets de tri, de réponse à des emails relativement simples, basiques. Des chatbots aussi qui sont en cours de mise en place, que ce soit pour nos conseillers, pour les aider au quotidien dans la recherche de documents, de réponses à apporter aux clients, ou des chatbots frontaux donc pour aider les clients eux-mêmes. Le deuxième univers, ça va être après donc la réponse aux clients, toute la partie, on va dire, personnalisation. Donc on a beaucoup parlé aussi de CRM. Il y a effectivement des gros besoins, donc des POC qui seront lancés sur la partie CRM. On a parlé de personnalisation tout à l'heure, de landing page, de page d'atterrissage. On en développe aujourd'hui une centaine à peu près, en utilisant l'IA justement, ce qui nous permet de gagner du temps, de l'efficacité aussi. Et dans une volonté aussi, nous, d'internationalisation, l'IA nous aidera aussi justement à démultiplier ses forces. Et puis le troisième univers, c'est celui de la tech, des équipes tech, en termes de codage, de simplification du codage, d'harmonisation du codage, ou de réalisation de fixation de bugs, par exemple. Donc des cas très concrets qui, petit à petit, vont nous permettre aussi de gagner en maturité sur cet outil qui est absolument incroyable. Merci. Alain, vous avez déjà commencé à parler de ce qui était déjà fait au sein des équipes de la relation client grâce à l'IA. Quel autre, l'IA générative en l'occurrence, quel autre usage avez-vous identifié peut-être ? Alors, comme on vient de le dire là, déjà, donc Bouygues Télécom, pour travailler sur cette acculturation, sur le partage, sur la connaissance finalement des technologies, le partage, parce que finalement, ça peut servir à tout le monde. On peut se servir des langages, ça peut servir pour traduire, ça peut servir pour
créer des chatbots ou autres. Donc on a créé une IAG Factory, donc où l'ensemble des collaborateurs sont présents. Et donc on n'est plus par métier, c'est-à-dire on va trouver les équipes IAG de la relation client, les équipes IAG de la DSI, du marketing, vous voyez. Donc on met tout le monde sur le même plateau, ce qui fait que eh bien, ces équipes, elles partagent. Par exemple, tous les lundis, il y a un stand-up, ils vont partager un petit peu leur initiative, qu'est-ce qu'ils ont fait pour justement favoriser l'émergence de ces connaissances, l'émergence des technologies. Et si je prends quelques exemples, bien évidemment, ça sert à nos amis de la DSI parce que comment est-ce qu'on va coder plus rapidement, avoir des aides pour être encore plus efficace. On a sur le digital un aide à la vente, donc un assistant digital pour aider à la vente à partir de 22 heures de nos forfaits et sur nos mobiles. Donc là, le client, eh bien, il interagit avec un assistant de vente qui va l'aider à choisir son téléphone, choisir le forfait adapté à sa consommation et puis finalement, très rapidement, finaliser son panier. Donc ça, c'est en place et ça permet dès 22 heures de prendre le relais finalement de nos conseillers qui auraient traité des chats ou qui auraient assisté les clients. On a aussi... On a présenté à Vivatech, donc ensemble ce soir. Là, c'est un produit pour le client. On sait tous que le soir, c'est pas toujours facile quand on est en famille de choisir son programme télé, quel film on a envie de regarder. Et bien là, on a mis en place une interface qui permet, en quelques questions, d'aider toute la famille à choisir le film parmi tout le catalogue qui est disponible sur la télévision et finalement au lieu de passer 20 minutes à choisir son film et à savoir quoi on va regarder, en 3 minutes ça propose des solutions adaptées et comme ça ça permet à tout le monde d'aller plus vite. Donc on voit que le champ des possibles il est extrêmement large, tous les métiers sont impactés et l'idée donc notre conviction c'est effectivement qu'il faut partager ça pour accélérer cette diffusion dans l'entreprise. C'est clair. Le mot de la fin, Juliette, je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais effectivement, l'IA générative particulièrement, quel usage au sein de Chaumet ? Oui, alors globalement, chez Chaumet ou même dans le luxe de manière générale, il y a un petit peu 3 catégories principales sur lesquelles on peut l'utiliser. Donc tout ce qui va être autour de la relation client, et ça a été effectivement beaucoup dit aujourd'hui, mais c'est aussi garantir un tone of voice finalement qui soit équivalent, peu importe le pays dans lequel un produit Chaumet peut être vendu, donc travailler là-dessus. On a tout un sujet autour de la marque, en fait le contenu autour de la marque, que ce soit sur les descriptions de produits, la traduction autour de ces descriptions de produits, là encore garantir une homogénéité sur ces sujets-là. On peut aussi travailler beaucoup sur la créativité. Là-dessus, on est assez clair, on ne fait pas d'IA générative sur nos produits en tant que tels. Surtout en haute joaillerie, on a un tel besoin de qualité de l'image et de résolution. Donc, ce n'est pas du tout l'enjeu. Non plus sur les humains. On ne fait pas d'IA générative pour créer artificiellement des humains. En revanche, on peut vraiment s'appuyer sur l'IA générative pour être beaucoup plus créatif dans les fonds, en fait, sur nos différents shootings. Ou un shooting qui a été fait, comment est-ce qu'on peut ensuite facilement modifier le décor avec des idées complètement farfelues, mais avec un impact environnemental et de coût moins cher, puisque quand on va faire des shootings à l'étranger ou autre, ça a aussi un impact environnemental. Donc ça va être les sujets sur l'IA générative. Et après, le troisième pilier, c'est tout ce qui est autour de l'efficacité opérationnelle au sens large. On l'a évoqué sur certaines choses qui sont assez connues autour des GPT pour l'utilisation individuelle. Donc on a la chance d'avoir un équivalent de ChatGPT interne qui est extrêmement puissant et donc dans un contexte sécurisé. Donc là, voilà, pour l'ensemble des collaborateurs, à consommer sans modération sur la génération de code, comme on l'a pu le voir, la documentation de code, la traduction d'ailleurs. On parle souvent de traduction français-anglais. En fait, je reçois un bout de code où j'ai un collègue qui fait du VBA, moi je suis sur Excel. Je utilise aussi le GPT pour m'aider à comprendre un bout de code, ça passe aussi un petit peu par toutes ces choses-là. Donc, effectivement, un terrain de jeu incroyable et plein de belles choses à continuer de poursuivre sur l'IA générative. Et l'IA aussi tout court, je pense qu'il y a un peu cette tendance à les opposer. En fait, l'IA générative fait partie de la grande famille de l'IA au sens large. Et c'est différents leviers ou techniques qu'on va chercher en fonction des sujets qu'on accompagne. Eh bien, mille merci pour vos retours d'expérience. C'était très riche et très intéressant. Je vous retrouve pour une prochaine émission. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.